Yo la Grizzly Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode spécial, je suis tout seul, pas d'invité, juste vous et moi. Installez-vous, prenez votre thé, votre café, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'inspire à chaque fois que je l'entends, à chaque fois que je l'écoute. Ça concerne une personne qui m'est chère, une personne qui m'est proche, et elle m'a autorisé de raconter cette histoire parce que ça fait partie de son histoire, mais cette histoire découle aussi sur la suite des personnes qu'elle aura eues dans sa vie, dont moi et notamment ma maman. Donc, je vais vous contextualiser un peu le tout. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale des droits de la femme. Donc, je trouvais que c'était le bon moment pour justement parler un peu de ça, imposer ses idées, savoir dire non pour pouvoir justement être libre et être heureux et en paix avec soi-même. C'est important. Vous connaissez le thème, installez-vous, allez, c'est parti, on commence. Donc là, imaginez juste un instant. On est dans les années 60, en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, dans la ville Feu, la ville que l'on nommait à l'époque Elisabethville, qui aujourd'hui se nomme Lubumbashi. Il y a là une famille qui prospère, qui vit depuis plusieurs années, a donné naissance à une fille, qui deviendra une femme par la suite. Cette fille a une enfance plutôt heureuse, simple, entourée des siens, et ça lui va très bien. Elle grandit petit à petit, adore les études, adore étudier, est très curieuse. Donc son rêve à ce moment-là, c'est de justement pousser ses études le plus loin possible pour justement avoir un bagage, pour pouvoir entamer derrière une carrière qui lui correspond, sachant qu'elle est pleine d'ambition. C'est une bosseuse, elle n'a pas peur de justement bosser, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pour aller chercher ce qu'elle veut et ce qu'elle mérite à ce niveau-là. Donc, on est vers la fin des années 60, précisément après l'année 66. Donc, ça y est, Lubumbashi s'appelle désormais Lubumbashi. Mobutu est au pouvoir. Ce n'est plus Elisabethville. Et vu qu'il veut que la culture congolaise, donc du Zaïre à l'époque, soit forte, donc il renomme notamment les grandes villes à ce moment-là. Après, il y a eu un autre nom, une autre appellation, Chaba, mais ça, c'est notre histoire, on en parlera une autre fois. Donc, après cette décennie qui a quand même été pas mal mouvementée, notamment, il y a eu la sécession du Katanga, pardon, avec Moïse Tchoumbé pendant cette décennie des années 60. Là, on va plus vers le calme. Enfin, le calme en apparence. Ce soir-là, le père de notre héroïne va la voir et lui dit, écoute, tu vas te marier. Je t'ai trouvé un mari, tu vas te marier. Et elle lui dit, mais comment ça, tu vas te marier? C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Moi, j'ai d'autres projets et marier n'en fait pas partie. Il lui a dit, écoute, c'est comme ça, c'est moi qui décide, tu vas te marier, tu n'as pas le choix. Donc, d'après ces mots, d'après ces mots à elle, euh, on est dans les années 60, donc les parents, quand ils te disent quelque chose, tu dois le faire. C'est une dictature. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que tes parents veulent. Donc, elle a quelques mois pour se préparer. Le mariage va se dérouler en Belgique. Donc, il faut savoir que elle est en troisième année d'études par rapport à ce qu'elle veut faire. Elle était dans la couture, personne très manuelle, donc naturellement, elle s'est dirigée vers la couture. Et donc là, elle se dit, je suis dans ma troisième année, j'ai envie de pousser mes études encore plus loin, mais malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que va falloir que je me marie. Elle a 17 ans à l'époque. Euh, donc, les mois passent, et petit à petit, on se rapproche de la date fatidique. Et là, ce qui se passe, c'est que elle pose son veto. Elle dit non, je ne veux pas me marier, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Tout le monde dans la famille sait qu'elle ne veut pas. Tout le monde. Mais, encore une fois, quand le papa parle, tout le monde se met derrière le papa et tout le monde suit. Donc vient ce fameux moment où elle prend l'avion et direction la Belgique. Donc elle arrive en Belgique et elle fait la connaissance de son futur mari, le mariage a lieu, la dot, etc. Et puis, la voilà mariée. La voilà mariée et embarquée dans une histoire, une aventure que elle ne souhaitait même pas. Elle était jeune, elle avait d'autres aspirations, elle rêvait d'autres choses, elle rêvait de carrière, de voyage.
de découvrir un peu le monde. Mais au final, elle se retrouve coincée dans une situation qu'elle n'a pas demandé et dans une situation qu'elle ne souhaite même pas. Le mariage a lieu, tout est OK, elle finit par acquiescer. Et d'ailleurs, elle m'a montré une photo. C'est tellement criant sur la photo, l'image est tellement forte qu'elle ne veut pas se marier. Il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. Le marié à côté est content, joyeux, mais elle, rien. Donc là, on se dit effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis moi, quand je rencontre cette femme, donc des années après, je me dis, il y a eu tout ça, je suis pas au courant. Je suis pas au courant, en fait, faut m'expliquer. T'as eu une vie avant moi? Ouais, les adultes ont eu des vies avant nous, avant qu'on arrive sur cette terre, donc forcément, ça nous paraît un peu fou des fois. Et puis, ben, donc moi, j'apprends ça. Et je lui demande qu'elle me raconte. Donc elle me raconte et elle m'explique qu'effectivement, il y a eu le mariage en Belgique. Donc elle reste en Belgique quelques mois, quasiment un an. Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et elle va donner naissance à sa première fille par la suite. Mais c'est trop pour elle. Elle peut pas. Elle n'y arrive pas. Elle essaye. Elle essaie de se convaincre que oui, effectivement, ça peut le faire. Oui, effectivement, avec le temps, ça passera. Comme dirait la musique, avec le temps, tout s'en va, etc. Mais là, ça passe pas. Au contraire, ça la frustre encore plus, ça la bloque encore plus. Elle demandait juste à poursuivre ses études. Et là, elle prend une décision totalement inédite, une décision forte pour l'époque, car ça ne se faisait pas. Elle décide de rentrer à Kinshasa. Enfin, pas à Kinshasa tout de suite, d'abord à Lubumbashi. Elle retourne chez ses parents. Elle dit, je rentre chez mes parents avec sa fille, et elle dit, je demande le divorce. Et là, on est dans les années 60. Ce genre de move-là, ça ne se fait pas. Ça n'existe même pas. On n'y pense même pas pour dire. Mais elle dit non, je m'en fous. Je peux pas. Je vais pas me mentir à moi-même. Je ne peux pas. Donc elle décide de rentrer au pays. Ses parents forcément l'accueillent. Ils ne vont pas laisser leur fille dehors. Donc elle reste. Elle reprend son quotidien. Elle retrouve ses habitudes, entre guillemets. Sauf que là, quand elle était partie, c'était une jeune adolescente. Là, elle est revenue en tant que jeune mère mariée. Le statut est forcément différent, donc les responsabilités sont forcément différentes. Et cette femme est une battante. Elle décide de ne pas rester à rien faire. Elle décide d'aller travailler. Donc elle fait des petits boulots. Elle est dans l'entrepreneuriat, trouve des petites choses qu'elle vend. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des vêtements. Elle fait ses petits bisbis par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et puis elle trouve un travail finalement chez une famille. À l'époque, une famille belge qui, euh, qui avaient leur entreprise. Et cette famille-là, ce couple-là, du moins, n'ont jamais eu d'enfant. Et entre eux, ça match directement, vraiment. Il y a, comme elle le dit elle-même, c'est un coup de foudre euh, amical, presque parental, paternel, maternel entre eux. Elle est un peu la fille qu'ils n'ont jamais eu, parce que ce couple-là n'ont jamais eu d'enfant, malheureusement. Et du coup, bah, ils sont un peu projetés à travers elle et ils étaient très contents. Franchement, au-delà du travail qu'elle fournissait, la relation était vraiment incroyable. Et donc, ils se projettent et ils lui disent, écoute, vu que nous, bientôt, on se rapproche de la retraite, nous, on va retourner vivre, on va finir notre retraite en Belgique. On aimerait bien que ce soit toi qui reprennes l'entreprise. En gros, on te laisserait tout. Et là, elle est toute contente, elle se dit, ah oui, effectivement, bah, moi, je veux, avec grand plaisir, etc. Et donc, l'histoire va dans ce sens. La logique fait que, logiquement, elle aurait dû reprendre le flambeau après, après ce couple-là. Mais, je rappelle à nouveau le contexte. Nous sommes toujours dans les années 60, même si on est fin 69 vers ces eaux-là, peut-être même début 70. Le père décide qu'il est temps d'aller s'installer à Kinshasa, la première ville du pays. Donc, il faut savoir que Lubumbashi est la seconde ville du pays.
Donc, il dit, écoute, on va aller s'installer à Kinshasa. Encore une fois, tu n'as pas ton mot à dire, tu dois nous suivre. Et puis, même pour l'époque, si une jeune femme voulait s'installer, il fallait qu'elle soit mariée. On ne pouvait pas la laisser seule comme ça, entre guillemets, indépendante, livrée à elle-même. Ça ne se faisait pas du tout. Il y a eu quelques cas rares, mais ça ne se faisait pas. Et à contre-cœur, elle va annoncer à la famille, bah écoutez, je dois suivre mon père, c'est comme ça. J'ai pas d'autre choix. Je peux pas rester. Donc là, une autre blessure, un autre, comment dire, une autre blessure et là un crève-cœur à nouveau, aussi bien pour elle que pour la famille. Car vraiment, ils avaient créé un lien. Ils avaient créé un lien. Elle avait trouvé une deuxième famille, peut-être même une troisième, parce qu'il y a sa fille qui est née entre-temps. Mais ouais, elle a un crève-cœur et du coup c'est compliqué. Mais elle va pas se laisser abattre. Elle se dit, faut pas que j'abandonne. Faut savoir que pendant qu'elle faisait tout ça, elle continuait ses études. Donc elle a validé sa quatrième année pour pouvoir obtenir du coup son diplôme. Et par la suite, ben, ils vont aller s'installer à Kinshasa. Et moi, dans tout ça, je lui dis, ok, comment tu vis la chose en fait? Dans quel état d'esprit t'es? Parce que tout ça, effectivement, c'est dur. C'est pas ce que toi tu souhaites. Comment tu fais? Elle dit, bah, je me suis adapté, c'est comme ça. Au fond d'elle, elle garde espoir d'un avenir meilleur pour elle. Et puis elle se dit, à un moment donné, forcément, les choses vont évoluer, les choses vont changer. Donc là, elle me dit, bah, j'avance dans cette direction-là. Et puis je lui demande, mais est-ce que t'en voulais à tes parents? Est-ce que t'en as voulu à ton père? Elle a dit non. Elle a dit non, je leur en ai pas voulu. Pas du tout. Elle dit ce qui a été bizarre, c'est qu'au final, ça a été une bénédiction pour la relation qu'elle avait pour la relation qu'elle a eue et qu'elle avait avec son papa. Faut savoir que quand elle était plus jeune, elle était très proche de son père. Passait beaucoup de temps ensemble, partageait énormément de moments ensemble, des conversations, etc. Son papa était quelqu'un de très cultivé, un homme de lettres. Et il a transmis ça à ses enfants et il a transmis ça aussi à elle. Donc forcément, les conversations, les échanges, les moments partagés, c'était, pour elle, c'était quelque chose d'important. Et forcément, elle ne se voyait pas non plus perdre son papa. Elle voulait pas se mettre son père à dos, malgré tout ça. Donc l'amour qu'elle avait pour son papa va la pousser à aller au-delà de sa rancœur, au-delà de même sa peine qu'elle a pu avoir à certains moments, parce qu'elle se disait, bon, il a estimé que c'était mieux pour moi. Mais ce mariage, comme elle le dit, a été une bénédiction pour la relation qu'elle va avoir après avec son père, parce que son père va se rendre compte qu'effectivement il s'était trompé, qu'il a fait une erreur. Il lui a demandé pardon. Encore une fois, dans ces années-là, donc là nous sommes dans les années 70, c'est c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qui se fait. Ça ne se fait pas du tout même. Les hommes ont leur ego, les hommes ont leur fierté, les hommes dominent tout et les hommes ne montrent pas leurs émotions. A contrario, son père était aussi très très dur. Je vous le dis, nous sommes dans un contexte. Donc la dureté, la fermeté sont des choses qui sont monnaie courante. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, loin de là. Ça veut juste dire que voilà, il est ferme dans ses positions et t'as pas ton mot à dire. Si je dis A, tu fais A. Si je dis B, tu fais B. Et là, quand sa fille a décidé de dire non, quand elle s'est imposée devant son père, il a juste acquiescé. Il a dit d'accord, reviens à la maison. Et par la suite, ben, elle a dit qu'ils ont créé une nouvelle relation, plus forte, plus sincère. Un vrai respect mutuel s'est imposé. Et c'est quelque chose qui a plu à son père, c'est quelque chose qui forcément lui a plu à elle aussi. Et dans toutes ses démarches, bah, son père était derrière elle. Il la soutenait, il l'encourageait. Quand il a eu une opportunité de pouvoir l'aider par rapport au travail, il l'a fait rentrer dans son travail. Qu'effectivement, elle ne manque de rien. Qu'elle aille chercher ce qu'elle veut chercher, ce qu'elle souhaite. Et puis, la vie a suivi son cours comme ça. Elle, par la suite, quelques années après, elle a rencontré quelqu'un. Ils se sont mariés, ils ont eu d'autres enfants, etc. Et ce qui était drôle, c'est que son gendre préféré
était ce monsieur, ce jeune homme. Pareil, avec qui il a construit une relation presque amicale, presque fraternelle, malgré le fait que ce soit et que ça a été son gendre. Il lui faisait confiance. Et même quand il y avait des soucis, même quand son père avait des soucis de santé ou autre, il appelait toujours sa fille. Il voulait que ce soit sa fille qui soit là, qui gère ces affaires-là, qui l'accompagne ses rendez-vous. Il faisait confiance à sa fille, une confiance aveugle. Parce qu'au final, il a compris, il a vu, il s'est trompé, mais il lui fallait un électrochoc, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, parce que lui-même, il s'est dit qu'effectivement, nous sommes des êtres humains, chacun doit vivre sa vie comme il entend, chacun a le droit au bonheur comme il l'entend, et c'est sa fille qui lui a fait comprendre ça. Parce qu'elle est arrivée, elle lui a dit non, je peux pas me mentir à moi-même, et je veux pas te mentir à toi. C'était pas le bon choix, c'était pas la bonne décision. Mais ça veut pas forcément dire que ça fait de nous que ça fait de vous de mauvaises personnes. Bien au contraire. On est parfaitement imparfait. On apprend tous les jours. Et moi, quand aujourd'hui, elle me raconte cette histoire et elle me dit que non, tout va bien. Fallait qu'elle passe par là pour qu'elle soit la femme qu'elle est aujourd'hui. Je me dis que c'est fort. Le courage qu'il faut, la persévérance, la résilience qu'il faut pour tout ça. Waouh, c'est très fort. Donc, à travers cette histoire, il faut comprendre que il faut pas avoir peur de prendre des décisions. Il ne faut pas avoir peur d'oser être soi-même. Il ne faut pas avoir peur de son propre bonheur. Il faut juste prendre une décision, faire un choix. La nature a horreur du vide. Et si c'est la nature qui se charge de faire ce choix à notre place, ah, les conséquences peuvent être terribles. Là, elle a fait un choix. Elle s'est accrochée à ce choix. Un peu comme la prophétesse qui a annoncé à Nandi, la mère de Shaka Zulu, que son fils allait changer la face de l'Afrique du Sud, le Zululand à l'époque. C'est un peu ça. Elle s'est accrochée à sa conviction, à sa foi. Et, euh, et puis je la vois aujourd'hui, toujours debout, être là pour chacun, pour chaque membre de sa famille, faire au mieux, toujours. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a gardé ce côté très ferme, très dur, sûrement qu'elle tient de son père, mais elle laisse le choix. Elle te laisse le choix. Elle ne va pas être d'accord avec toi, mais elle te laisse le choix. Et cette femme, d'ailleurs, viendra, viendra dans le Grizzly Show parler de son histoire, parler de ce qu'elle a pu vivre, parce qu'il y en a plein des histoires qu'elle peut raconter. Et moi, j'adore parler avec elle, écouter ses histoires, parce qu'elles sont tout bonnement incroyables. Elle est en avance sur son temps, mine de rien. Et d'ailleurs, ironiquement parlant, elle va avoir une fille qui va naître le 8 mars, le jour de la journée internationale des droits de la femme. Clin d'œil du destin, c'est à vous de juger. En tout cas, à travers cette histoire, je veux que vous compreniez une chose. Restez vous-même. Osez ce que vous avez envie d'oser. Quoi qu'il arrive, quand vous faites un choix, la vie vous donnera raison. Alors n'ayez pas peur. Faites comme elle. Faites comme celle qui a dit non. C'était le Grizzly Show. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. La bise.